Bonjour, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Monsieur André Rajoelina. Bonjour tous les, toutes les Africaines et tous les Africains. Je m'adresse à vous ce jour, Monsieur le Président. Permettez-moi pour tout d'abord vous féliciter de ce que fait votre pays dans la lutte contre le Covid-19. C'est une énorme fierté pour nous les Africains de savoir que l'Afrique bouge, qu'il y a une partie de l'Afrique qui est véritablement rentrée dans l'histoire de cette pandémie, une histoire scientifique, une histoire qui devrait nous amener, nous les Africains, à nous sentir fiers de nous, fiers de ce que nous faisons. Donc, une fois de plus, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier vos homologues africains qui ont pris la peine de vous appeler, de vous féliciter et de vous encourager dans votre œuvre. J'entends le président Étienne Tshisekedi de RDC et le président Macky Sall du Sénégal. Une fois que je l'ai dit et que je vous ai félicité, et Dieu sait que ce n'est pas évident pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'occasions pour être fier de nos représentants, de nos dirigeants, mais ceci arrive de temps en temps, et c'est pour moi aujourd'hui l'occasion de dire que je suis content de ce que vous faites. Mais en ma qualité de scientifique, de médecin, de chercheur, j'aimerais avoir plutôt une approche critique, mais une approche critique positive, avec quelques conseils pour des solutions à la difficulté que rencontre finalement votre Covid organique à être reconnu par la communauté scientifique internationale. Il y a des raisons à ça, et des raisons objectives, qui n'ont rien à voir avec cette notion de complot contre l'Afrique, complot international de la communauté scientifique contre l'Afrique. Non, je ne pense pas qu'il y ait un complot. Je veux vous rassurer, la science, elle est très rigoureuse et elle a ses codes. Il faut connaître les codes de la science pour pouvoir amener cette communauté scientifique à être d'accord avec tel ou tel postulat. Et c'est pour cette raison que vous comprendrez, et on comprendrait que le professeur Raoul, qui n'est pas africain, même s'il a une sensibilité africaine, nous le savons, qui n'est pas africain, qui est français, qui est un éminent scientifique, virologue, qui a des milliers de publications, ne met pas toute la communauté scientifique d'accord, ne met même pas la France d'accord, les Occidentaux d'accord. Il est même plus adoubé en Afrique qu'en Occident. Ça aussi, c'est le paradoxe de l'Africain. Et il ne met pas toute la communauté d'accord parce qu'il n'a pas respecté les règles de l'art. Parce que la science est un peu comme la justice. Voyez-vous, Monsieur le Président. En justice, vous pouvez avoir raison et que la justice vous donne tort. Vous pouvez être persuadé que vous avez raison et que la justice, le juge vous dit, monsieur, vous avez tort. Votre avocat peut se dépatouiller pour faire valoir vos droits si il n'argumente pas avec des articles, des décrets, des lois, s'il n'est pas en conformité avec cela, malheureusement, vous aurez tort. C'est ce qui se passe également en science. Alors, avant de rentrer dans la réalité scientifique, comment est-ce que la science juge de la véracité de certains concepts, je vous parlerai un peu des commentaires qui sont faits sur votre déclaration très officielle, mais qui est plus une déclaration politique que scientifique. Et c'est aussi ça le problème, parce que les politiques ne devraient pas se substituer aux scientifiques
pour convaincre la communauté scientifique. Parce que c'est la communauté scientifique qui, in fine, donne son quitus, autorise la prescription de tel ou tel médicament, l'utilisation de tel ou tel protocole. C'est la communauté scientifique. Ce n'est pas l'homme politique. Parce que si les politiques devraient faire le job des scientifiques, ben vous comprendrez que nous serons dans un monde à gouvernance inversée. Alors, dans un média occidental, mais à large diffusion africaine, le professeur Olivier Bouchot, donc chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne, prend une question du journaliste. Cette publication en question a été analysée par des méthodologistes, des chercheurs, qui s'intéressent à la façon dont les études sont faites. Et il poursuit. Ils ont pu apporter la preuve, et c'est désolant de le dire, que cette étude a été au minimum truquée. Ouais, ça fait mal à l'Afrique. Les résultats apportés ne peuvent pas correspondre à la réalité d'une étude. On est en droit de se poser sérieusement la question de savoir si les données fournies correspondent aux données réelles. Ouais. Voici ce qu'un scientifique, un professeur d'université française, dit d'une étude africaine, l'étude sur le Covid organique. Et il poursuit. Je n'ai pas d'éléments, et je crois que personne n'en a, qui permet de penser que l'artémisia a un effet préventif sur le Covid-19. Alors, toujours dans le même média, vous avez donc la réponse des Sénégalais, puisque le président Macky Sall vous a appelé, vous a félicité, et il a dit à Mondiovision, on l'a vu, il a dit qu'il commandera quelques échantillons, et puis ensuite peut-être une grosse commande de Madagascar. Nous suivons les recherches à Madagascar avec intérêt. Pour autant, on rappelle qu'aucune livraison du remède malgache n'est à l'ordre du jour, souligne une source proche du dossier au Sénégal, pour qui il n'est pas envisagé de tester la décoction sur des patients atteints par le coronavirus au Sénégal. Alors comment comprendre l'intervention et les déclarations du président sénégalais lorsqu'on lit ceci? Presque d'avoir quelques échantillons pour les mettre au niveau du service des maladies infectieuses où ils font le traitement déjà. Et puis aussi, nous serons disposés à acquérir selon les modalités qui seront mises en œuvre par Madagascar. Et le docteur Abdoulaye Bousso, coordonnateur de la réponse sénégalaise contre le Covid-19, déclarerait, je dis au conditionnel, mais ça c'est le média international qui le dit, je n'ai pas d'informations sur des commandes de ce produit passé par l'État. Je pense que l'on va attendre de voir ce que c'est. Dans tous les cas, si nous disposions d'échantillons, nous avons les structures capables de les analyser et de voir en quoi cette solution peut aider à la prise en charge des malades du Covid-19. Fermez les guillemets. Le débat est clos. C'est-à-dire qu'il y a un doute. Il y a un doute sur l'efficacité de votre remède. Il y a un doute émis non seulement par la communauté non africaine, mais il y a même un doute, ce qui est normal, qui est raisonnable en science, à la communauté africaine, puisque le Sénégal n'a donc pas passé la commande. L'utilisation de ce traitement au Sénégal n'est pas à l'ordre du jour, a priori. Et j'ai envie de dire que c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Parce qu'il faut savoir que tout médicament devrait obéir à un processus autorisant les scientifiques de valider ce traitement, ce médicament. Le processus d'autorisation de mise sur le marché respecte un certain nombre d'étapes. Et ces étapes-là, elles sont non négociables. Et c'est parce que le professeur Raoult n'a pas respecté ces prérequis que
son traitement reste valable que pour la communauté non scientifique et une partie de la communauté scientifique, mais cette partie-là qui n'a pas la rigueur méthodologique nécessaire. Je tiens à vous rappeler que le Sénégal a adopté le protocole de Raoul. Le professeur Moussa Seydi a dit qu'ils ont soigné 100 malades. Mais il reconnaît que le protocole de Raoul regorge de faiblesses scientifiques. Ils ont soigné 100 malades et que les 100 malades sont guéris. La communauté scientifique répond, on n'a pas la preuve que ces malades ne seraient pas guéris sans ce traitement. Parce que les malades soignés, les 100 malades soignés au Sénégal, mais sans groupe comparatif, on ne peut pas savoir. Parce que les malades soignés par le Sénégal sont des malades jeunes. Et que dans la population internationale, dans la cohorte italienne par exemple, ces malades-là ont un pronostic qui est plutôt, j'ai envie de dire, très bon, avec à peu près 0,4% de décès. Et une maladie qui entraîne 0,4% de décès est une maladie qui a un pronostic relativement correct. Et avec cette population, on peut donc faire une étude comparative avec un groupe contrôle qui ne prend pas le médicament testé. Et c'est pour cette raison que le professeur Raoult ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Il aurait bien voulu que tous les malades de Covid aient de la chloroquine avec son azithromycine. Mais c'est loin d'être le cas parce qu'il n'a pas respecté les canevas. Lorsque vous nous annoncez donc l'efficacité de votre traitement, on a envie de vous demander quel a été le protocole de recherche mis en place. Y a-t-il un groupe contrôle? Ce d'autant plus qu'on nous parle de traitement préventif. Préventif, là on est loin même de la population du professeur Raoult et son hydroxychloroquine. On a affaire à des gens qui ne sont pas malades, donc des gens qui ne sont pas en guerre. Et donc on peut raisonnablement avoir un groupe contrôle d'enfants, de jeunes, sains, puisqu'on est dans la prévention, à qui vous ne donnez pas cette décoction, et vous les suivez avec ceux qui ont pris ça, pour voir dans des délais qui sont prédéfinis dans un protocole, quels sont ceux qui vont finalement être atteints du Covid. Est-ce qu'il y en aurait plus dans le groupe qui ne prend pas versus le groupe qui prend? C'est comme ça que vous arrivez à démontrer l'efficacité. Et si vous avez démontré l'efficacité, ces résultats, vous les publiez. Est-ce qu'il y a une publication des travaux de Madagascar dans une revue scientifique internationale reconnue par tous les scientifiques? Je pense que si c'était le cas, il n'y aurait pas ce genre de commentaires que je venais de lire. Et pourquoi est-ce que ce ne serait donc pas publié dans le New England Journal of Medicine, dans le JAMA, dans le Lancet, ou dans une autre revue considérée comme les mastodontes de la vérité scientifique, des plateformes de la vérité scientifique internationale? Parce que c'est sur cette plateforme que nous rencontrons tous les scientifiques sérieux, tous les travaux scientifiques sérieux sont publiés sur cette plateforme. Vous savez, c'est un peu comme la Champions League de football. Vous dites que vous êtes fort, vous dites que vous êtes la meilleure équipe d'Europe, c'est en Champions League qu'on vous attend. C'est là où vous allez démontrer que vous êtes fort et vous êtes le meilleur. Les revues scientifiques sont le lieu où se rencontrent tous les scientifiques sérieux. Et une fois que vous avez publié votre travail
dans une revue scientifique sérieuse, je peux vous assurer que aucun scientifique honnête ne contestera vos travaux. L'OMS ne pourra jamais interdire une thérapie si elle a eu l'aval d'une grande revue scientifique. Et comment est-ce qu'on publie? Et qu'on publie rapidement? Ce n'est pas compliqué. Vous avez la bonne méthodologie, vous avez la bonne analyse statistique, vous avez les bons résultats, et encore que j'ai envie de vous dire qu'on ne publie pas que les résultats positifs. Les études négatives sont aussi publiées parce qu'elles apportent une réponse aux questions que se pose la communauté scientifique. Donc, une fois que vous avez tous vos éléments, vous écrivez un papier, on appelle ça un papier, vous écrivez un article, vous soumettez l'article à ces revues dont j'ai parlé tout à l'heure, et compte tenu de l'urgence due à cette pandémie, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le journal va commettre des juges, comme des juges de justice, hein. On commet des juges qui sont des scientifiques renommés, réputés, qui savent de quoi il s'agit. En général, on commet 3 juges, donc 3 revieweurs. Et chaque revieweur est indépendant des autres. Il relit l'article, il relit la méthodologie, et avant d'ailleurs d'envoyer votre travail à ces juges-là, le comité éditorial du journal fait d'abord une première analyse de l'intérêt que porte votre travail. Et ce comité éditorial du journal a un staff qui va analyser la méthodologie et l'analyse statistique. Si cette évaluation est recevable et positive, votre travail est donc envoyé à des juges externes qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Chacun, de son côté, va lire l'article, va relever des manquements et va soumettre son commentaire à l'éditeur du journal. L'éditeur du journal prend les 3 avis. Selon que les avis sont tous les 3 positifs, votre article est accepté d'emblée. S'il y a quelques remarques où on vous demande d'apporter des éléments de preuve supplémentaires, on vous renvoie l'article pour une seconde lecture et une révision. Une fois que vous avez répondu aux exigences des juges, des 3 juges, vous resoumettez votre article et les 3 juges vont à nouveau analyser votre travail à la lumière des rajouts. Et dès que votre travail est acceptable, un avis favorable est adressé à l'éditeur du journal, qui va donc vous envoyer la décision de publication de votre travail. Et aujourd'hui, compte tenu de l'urgence, compte tenu de la gravité du problème, ce processus qui prend habituellement entre votre soumission et l'acceptation et la publication de votre article, qui prend souvent des mois, aujourd'hui, les publications, le processus donc d'analyse d'un travail et de son acceptation peut prendre 24 heures, 48 heures, 72 heures. Et un médicament qui dit qu'il prévient le Covid, même pas qu'il soigne, il prévient le Covid. Vous vous imaginez l'impact social, économique, sanitaire? Alors, je peux être sûr d'une chose, le journal le plus lu dans le monde, le plus respecté, le journal qui a le plus fort impact factor, qui est le New England Journal of Medicine, aurait publié le travail malgache, sans aucune difficulté. Et dans un processus qu'on appelle le Fast Track Review. C'est-à-dire qu'on analyse, on juge votre affaire comme dans une affaire de justice classique, où vous savez qu'il y a des affaires
qui sont enrôlés dans un mode de référé. Le référé, ça veut dire qu'on va très vite. Et d'ailleurs, il y a même des affaires qui sont enrôlées pour un jugement immédiat, en 24 heures. Dès que les juges sont saisis, allez, on convoque les protagonistes, on juge l'affaire parce qu'on estime qu'il y a matière à le faire en urgence, en extrême urgence. En science, c'est également le cas. Le travail malgache aurait donc dû être publié. Avant votre annonce, Monsieur le Président de la République, avant votre annonce, qui finalement est plus une annonce politique, dans un sujet éminemment scientifique, vos scientifiques auraient dû d'ailleurs d'abord publier ce travail dans une revue scientifique à fort impact factor, c'est-à-dire aller compétir en Champions League. Et je peux vous assurer que vous n'auriez même peut-être pas eu besoin de vous déployer comme vous l'avez fait, parce que ce n'est même pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle de faire vendre votre produit à travers le monde. Monsieur Macron n'a pas fait un discours pour que le Sénégal, le Cameroun, le Maroc et d'autres pays de l'Afrique francophone adoptent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Macron n'a pas fait un discours pour ça. C'est un scientifique, monsieur Raoult, qui a pris sur lui le fait de dire de manière assez péremptoire qu'il est la solution de ce problème. Et les comités scientifiques qui conseillent les ministres de santé de ces pays ont donné leur quitus. Donc on part d'une décision scientifique vers une décision politique et non le contraire. Donc, nous sommes en face d'une situation où on ne sait plus, où le virus ne nous fait pas du mal que sur le plan sanitaire et même économique, mais également son impact a une dimension plutôt philosophique, où aujourd'hui la science ne se fait plus dans des boîtes de pétri, dans des laboratoires, dans des conférences scientifiques. I'm Peter Block here at ACC 2019 in New Orleans, and with me on the left is DK Oji from Nigeria, and DK has just presented a trial concerning hypertension in black people in Africa. An interesting trial. DK, tell me about your trial. Mais la science, malheureusement, se fait sur les plateaux télé, les radios, les discours politiques, et ça fait mal à la science. Nous ne rendons pas un service à la science en nous comportant ainsi. Mais je peux comprendre, et je comprends très bien, l'émotion qui accompagne toutes les discussions autour du Covid-19. Oui, quand on voit des gens mourir autant à travers le monde, on a envie de sauver le monde. Oui, ça c'est vrai, ça c'est humain. Mais une fois passé cette phase un peu émotionnelle, je vous conseillerais donc, Monsieur le Président de la République de Madagascar, ce que je vous conseillerais, compte tenu du fait qu'il y a des arguments solides pour croire que vos traitements marchent, que vos scientifiques se mettent au boulot, proposent quelque chose de concret sur le plan scientifique, de la rédaction d'un article scientifique, avec tous les éléments qui ont été collectés à Madagascar. Si ce n'est pas le cas, faites-le, menez une étude randomisée
contrôlée en double aveugle, avec 2 groupes, avec un critère de jugement qui serait celui-ci a contracté le virus ou ne l'a pas contracté, après avoir pris ou pas pris la décoction. Ce travail doit être publié. Nous pouvons aider Madagascar, nous les Africains, nous les scientifiques africains, nous avons d'ailleurs le devoir de vous aider. Comme nous avons le devoir d'aider le docteur Agon du Bénin avec son apivérine ou d'autres groupes scientifiques, chercheurs africains, s'ils le veulent, moi je suis prêt à prêter ma modeste contribution dans la conception et la rédaction d'un article qui va être envoyé au Lancet, au New England, au JAMA ou toute autre revue et qui vont analyser ce travail avec la plus grande attention. Et nous pouvons, l'Afrique n'est pas boycottée dans la quête de la vérité. Non, l'Afrique n'est pas boycottée. Moi, je ne crois pas à ça. Un des scientifiques a dit sur une chaîne internationale française à diffusion africaine, a dit que les Africains ont des difficultés parce que déjà, ils n'ont pas les moyens pour faire des travaux et ils n'ont même pas aussi les moyens pour publier parce que pour publier, il faut payer pour publier. Non, ce n'est pas vrai. Si nous voulons publier dans les grandes revues scientifiques, dans les grandes revues scientifiques, qui sont donc, comme je dis tantôt, la Champions League ou alors la Coupe du Monde, non. Il suffit simplement d'avoir les minima requis pour y aller. Pour aller aux Jeux Olympiques, vous devez avoir les minima olympiques. Pour aller à la Coupe du Monde, on ne demande pas à un pays africain de payer l'accès à la Coupe du Monde. Non, il faut juste avoir de bons résultats. Il faut être meilleur que les autres pour aller à la Coupe du Monde. Et pour publier dans le New England, dans le JAMA et tout, il faut simplement que votre travail soit convenable, acceptable, vous soumettez, et il sera publié s'il respecte certaines exigences, certains critères. Mais par contre, effectivement, si vous voulez publier dans les journaux qui sont plutôt des revues commerciales qu'on voit en ligne, des journaux à publication uniquement online, beaucoup de revues chinoises, et pas que les Chinois, parce qu'ils vivent de ça, oui, effectivement, si vous voulez publier dans ces revues-là, on vous demande de payer. Et donc, vous imaginez que la qualité du travail n'est pas le critère essentiel pour la publication. Il faut donner de l'argent. Oui, on peut comprendre que même dans ces revues-là, les Africains auront donc du mal parce que nous n'avons pas de l'argent. Oui. C'est vrai que nos États n'investissent pas suffisamment dans la recherche, ça nous le savons. Si déjà, je ne sais pas s'il y a plus de 6 États africains qui respectent la déclaration d'Abuja de 2001, où chaque chef d'État s'était engagé pour contribuer à hauteur de 15% du budget national alloué à la santé. Et donc, vous imaginez que pour la recherche scientifique médicale, je ne sais même pas s'il y a 0,05%. Et donc, avec ça, les chercheurs n'ont pas de moyens. Ouais, mais il y a des études qui n'ont pas besoin de trop de moyens pour être valables, solides et mériter d'être publiées. Donc, nous pouvons publier dans ces revues-là. Et nous ne serons respectés que si nous publions dans ces revues et pas dans les revues en ligne payantes ou alors les revues des facultés de médecine de nos États qui ne sont indexées nulle part dans les bibliothèques en ligne, les bibliothèques internationales en ligne. Oui, donc nous avons beau avoir 50, 100, 200 publications, aucun scientifique international ne va lire un article publié dans le journal de la faculté de médecine de Yaoundé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible.
Donc soyons ambitieux, donnons-nous les moyens de rentrer dans la compétition mondiale, de rentrer dans l'histoire scientifique du monde. Donnons-nous les moyens et nous allons nous faire respecter. Nous pouvons, nous devons. Au lieu d'accepter de manière tacite les protocoles des Européens, parce que le Sénégal dit qu'ils ne sont pas prêts à tester, mais sauf qu'ils ont été prêts, non seulement, enfin, ils ont même fait plus, pas qu'ils vont tester le traitement du professeur Raoult, non, ils n'ont pas testé, ils ont validé, et ça c'est encore un peu plus problématique. D'accepter un traitement qui n'a pas fait ses preuves, et vous refusez, je parle au conditionnel, mais je m'en tiens à ce qui est dit dans le site de cette radio internationale, qu'on ne va pas tester, et s'il faut tester, on a les moyens de savoir d'abord si c'est efficace. Oui, c'est vrai qu'il faut cette précaution-là, mais cette précaution doit être valable pour tout le monde, et davantage même pour les traitements qui viennent d'Europe. Parce que les Européens n'accepteront jamais nos traitements si ils n'ont pas fait leurs preuves. Donc, unissons-nous, soyons solidaires, soutenons ceux qui font, peut-être pas de manière parfaite, mais qui ont déjà la volonté de faire. Le docteur Agon avec son apivirine, les praticiens africains avec leur décoction, vous, à Madagascar, avec la vôtre, que les pays africains, que tous les pays africains acceptent de valider une étude internationale africaine qui va étudier l'essentiel des protocoles qui sont proposés, à condition que ces protocoles soient analysés par des comités externes pour être sûr de la faisabilité, de l'intérêt, de l'innocuité, parce que c'est aussi ça. C'est très facile que chacun vienne dire, ben, moi j'ai trouvé quelque chose, bah, allez, il faut qu'on donne. Moi j'ai trouvé, non, l'Africain doit être amoureux de la rigueur scientifique. C'est grâce à la rigueur scientifique que le monde a fait des progrès. Nous ne pouvons pas aujourd'hui balayer d'un revers de la main cette rigueur scientifique. Et elle se joue pas sur d'autres théâtres que le théâtre scientifique. Soyons rigoureux et soyons solidaires, optimistes. Vive l'Afrique. Et une fois de plus, félicitations à vous, Monsieur le Président. Merci.